Bonjour à toutes et à tous. Nous allons débuter sans plus attendre cette table ronde qui s'inscrit donc dans le festival À Contretemps, le festival Allez Savoir qui a cette année pour thème le temps. Vous l'avez sans doute déjà deviné si vous avez suivi d'autres manifestations. Et aujourd'hui, le thème de cette table ronde, c'est la gestion communiste du temps, modèle en devenir. Je vais présenter rapidement le contenu de cette table ronde avant de présenter nos intervenants. Alors, on le sait, la question du temps traverse les régimes communistes de différentes façons. Pour reprendre l'expression de François Hartog, qui a, je crois, inauguré ce festival, les régimes communistes sont en effet marqués par un rapport spécifique au temps. Un régime d'historicité résolument futuriste, propre non seulement à la modernité, où l'idée de progrès domine l'horizon temporel, mais intrinsèquement imbriqué au projet révolutionnaire. En effet, le communisme peut être vu comme une chronopolitique, intégrant un projet politique dans le temps et un projet politique sur le temps, c'est-à-dire combinant explicitement son rôle historique de transformation de l'individu et de la société et la temporalité prise comme matière même du politique. Pour être un peu plus précise, ce sont des régimes politiques qui vont être marqués à la fois par la notion que tout est possible, et on va retrouver comment se manifeste ce tout est possible, toutes les transformations de l'homme et de la société sont possibles, et en même temps cette idée qu'il existe des lois irrésistibles, des lois historiques irrésistibles, et que l'on s'achemine, que l'on marche vers un avenir inéluctable. Donc il s'agit de mettre en mouvement la société. Et le mouvement y accomplit une nécessité historique. Et le mouvement, on le verra aujourd'hui dans différentes dimensions du terme. Les mouvements politiques, alors je quitte quelques minutes l'URSS et la Russie qui vont être au centre de nos préoccupations pour parler de la Chine, que je connais un peu mieux. Et par exemple, entre 1949 et 1979, il y a 60 mouvements politiques qui se succèdent en Chine. Donc c'est le mouvement comme mise en marche, mise en mouvement des individus dans le cadre de campagnes ayant des visées spécifiques, mais c'est aussi une toute autre facette du mot mouvement, comme on verra aujourd'hui, le mouvement, le geste du corps, les mouvements appropriés, notamment dans le domaine de la production. Donc, pour rétrécir un peu cette acception et cette prise en compte de la dimension temporelle et du temps, nous allons aujourd'hui, avec les intervenants, plutôt parler de deux sujets. Que ce soit en effet la Russie, la Chine, la Pologne, le Vietnam, des débats ont eu lieu de façon régulière concernant la possibilité de dépasser, d'accélérer le développement économique, de sauter au-dessus des phases naturelles du progrès historique et de transformer, encore une fois de façon accélérée, ces sociétés pour les transformer directement en sociétés d'avant-garde. Dès lors, cette volonté de dépassement, d'accélération prend appui sur une rationalité communiste en construction qui associe étroitement le plan, la mobilisation et l'accélération. Nous voudrions aujourd'hui, avec nos deux intervenants, travailler plus précisément cette question du rapport au temps, en discutant dans un premier temps du temps productif, des tentatives mises en place pour améliorer le temps de la production industrielle et pour à la fois améliorer dans une volonté utopique la condition des ouvriers et des ouvrières, mais également pour tirer le meilleur parti d'eux-mêmes. Et donc c'est un peu ce mélange, ce paradoxe et cette tension entre quelquefois demander des efforts illimités, surhumains pourrait-on dire, qui entraînent toute forme d'épuisement des travailleurs et des travailleuses, et une volonté utopique de se saisir d'une rationalité scientifique pour décomposer les gestes au travail, décomposer l'organisation au travail et permettre une meilleure efficacité économique. Donc ce sera le premier temps de notre table ronde
Et un deuxième temps de la table ronde, ce premier temps, ça concerne plutôt la société soviétique dans les années 1920. Et puis nous avancerons dans le temps pour nous saisir d'une autre problématique qui surgit dans les années 1960 au sein de la société soviétique et qui va être cette fois la question de l'organisation et de la gestion du temps libre. Donc tout d'un coup, on passe du temps du travail, du temps de la production, au temps oisif, quels que soient les différents termes que l'on va utiliser. Donc ce sont ces deux moments qui vont scander la table ronde, mais je devrais également ajouter que nous sommes attentifs dans cette table ronde à la circulation des catégories, des concepts, des expérimentations dans le domaine du temps du travail comme du temps des loisirs, et des circulations qui vont tout autant, on va dire, de l'ouest vers l'est, avec les expérimentations dont on va parler aujourd'hui d'ingénieurs, de chercheurs, de personnalités extrêmement intéressantes en Union soviétique qui vont essayer de s'emparer d'expérimentations faites par exemple aux États-Unis, du Taylorisme, du Fordisme, mais en les réinventant, en les réactivant, en se les appropriant dans un tout autre contexte. De la même façon, toutes les discussions et les débats autour de la gestion du temps libre à partir de 1960 en Union soviétique vont rejoindre des débats, des discussions, des circulations entre experts, des débats en dehors de l'Union soviétique. Donc ce sont en quelque sorte ces deux moments qui vont scander la table ronde et cette attention à la circulation de ces expérimentations, de ces débats, de ces expertises. Je vais tout de suite donner la parole à nos deux intervenants. D'abord, je voudrais excuser l'absence d'Yves Cohen qui était annoncé et qui n'a pas pu nous rejoindre. Et donc, donner la parole tout de suite à nos deux intervenants. Je les présente avant de donner d'abord la parole à Alexandra Koulaeva. Donc, en quelques mots, donc, Alexandra Koulaeva est chercheuse, enseignante à Sciences Po Paris après avoir fait des études à la faculté de lettres de Saint-Pétersbourg et après avoir sillonné pendant plus de 15 ans des archives un peu partout dans différentes provinces de Russie pour réunir, je crois, un ensemble archivistique sans égal sur ce personnage dont elle va nous parler aujourd'hui, d'Alexei Gastiev. Et parmi les nombreuses publications d'Alexandra Koulaeva, je voudrais signaler pour ceux qui voudraient poursuivre et mieux saisir encore ses propos aujourd'hui, ce très bel article publié il n'y a pas longtemps, donc en 2021, dans la revue Entreprise et Histoire, qui s'intitule justement « Alexei Gastiev, ingénieur du Nouveau Monde ». Et puis notre deuxième intervenant qui prendra la parole dans un deuxième temps, c'est donc Alexander Bykov, qui est sociologue, qui réalise de nombreuses recherches dans les domaines de la sociologie, de la connaissance, de l'État. Il a travaillé sur des mouvements de contestation, sur la perception des inégalités sociales en Russie, et de derniers travaux qui portent également sur les mobilisations anti-Poutine ou sur les Gilets jaunes. Et là aussi, parmi de nombreuses publications, je voudrais signaler très vite une publication récente, en 2022, dans les actes de la recherche en sciences sociales. Et cet article s'intitule « Une péripétie du gouvernement, la sociologie soviétique entre incitation et répression ». Voilà, donc sans plus attendre, je vais donner tout de suite la parole à Alexandra Koulaeva pour qu'elle essaie en une dizaine de minutes de nous présenter les multiples facettes de cet ingénieur. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Effectivement, ça va être un peu compliqué d'entrer dans 10 minutes cette vie très complexe, avec effectivement énormément de facettes. Pour la plupart d'entre vous, j'imagine, ce nom ne dit pas grand-chose. Alexei Gastiev, que vous voyez là sur le portrait des années 20, a eu une vie extrêmement mouvementée et était à tour de rôle le révolutionnaire professionnel qui braquait les banques et qui participait à des actions les plus audacieuses de la révolution, enfin des révolutionnaires bolcheviques au début. Ensuite, ouvrier, syndicaliste, poète, dont les livres, juste après la Révolution, étaient le plus publiés de toute la Russie soviétique. Et ensuite, le promoteur d'une idée d'organisation de travail qui l'a rendu probablement le plus célèbre et dont le nom, où son nom est retenu le plus.
il était effectivement inspiré par les théories fordistes et tayloristes, transformé, comme on va voir tout de suite après, au service de nouveaux États socialistes, parce qu'il considérait que surtout les théories tayloristes étaient tout à fait adaptables à cette idéologie finalement opposée au capitalisme dont Taylor lui-même était issu. Et il a fondé en 1920 l'Institut de travail de Moscou, d'où sont sortis plusieurs centaines de milliers d'ouvriers travailler dans cet esprit d'organisation de travail. Donc très très rapidement, enfin on pourrait parler des heures sur sa vie parce qu'il a fait des bonds absolument extraordinaires, mais juste pour vous donner quelques idées, parce que c'est toujours mieux avec les images. Vous voyez là Gastiev révolutionnaire recherché par la police, donc d'où l'information j'ai pu trouver surtout dans les archives de la police russe avec ce chapka tout à fait romantique sur la tête. Sa période française, quand il a fui les prisons russes où il était enfermé de multiples fois et s'est installé en France, dans le quartier qui à l'époque était quartier des Russes révolutionnaires et aux ouvriers autour des Gobelins, où il a passé, comme vous voyez, de 1904, 1906, 1910 à 13, carrément 3 ans. Donc sa vie était très très marquée par la France et sa vision du syndicalisme et d'anarcho-syndicalisme vient incontestablement de ses relations françaises. Et là, c'est les archives de la police française qui m'ont fourni beaucoup d'informations intéressantes. Il est arrivé en France jeune intellectuel et il a décidé par choix de devenir ouvrier. Il a eu pour ça une méthode tout à fait particulière. Il se faisait engager dans les usines en prétendant d'avoir une expérience suffisante. À la fin de la journée, il était viré, mais il aurait acquis un peu d'expérience pendant cette journée. Et ensuite, il a fait le tour de toutes les usines et il est effectivement devenu un ouvrier tout à fait acquis. Ça, c'est intéressant parce que ça se reflète dans sa méthode qu'il a installée après dans son usine, qu'il ne faut pas autre chose que l'expérience pratique pour devenir un ouvrier avec la culture ouvrière, ce qu'il considérait comme la culture ouvrière. Et donc, pour ne pas nous faire un mêlé dans des multiples péripéties de la vie de Gastiev, je voulais juste montrer cette petite carte, parce qu'à chaque fois, après chaque séjour en Europe, il revenait en Russie, il se faisait arrêter assez rapidement, plus ou moins rapidement après, il s'enfuyait de nouveau en Europe, et il a travaillé en Suède, en France, en Allemagne, en Belgique. Et il était actif dans tous les mouvements ouvriers un peu de l'Europe pour à chaque fois revenir en Russie pour faire vivre ses idées là-bas. Jusqu'à son dernière et ultime arrestation, quand il s'est retrouvé en Sibérie, au fond de Sibérie, sans possibilité de revenir, et où il a vécu jusqu'en 1917, dans une colonie anarchiste à côté de Narim. C'est voilà, le point le plus éloigné du centre de l'Europe que vous voyez sur la carte. Et ensuite est revenu syndicaliste, plutôt anarcho-syndicaliste. Il a essayé d'introduire ces notions dans le système bolchevique. Ça n'a pas marché pour des raisons évidentes, parce que Lénine n'était pas du tout favorable à l'idée du syndicalisme en général, en considérant qu'une fois que les ouvriers sont au pouvoir, on n'a plus besoin de syndicats dans cette phase qui voulait Gastiev. Et Gastiev a dû partir, probablement en craignant même pour sa vie et sa liberté, dans ces circonstances en Ukraine. Et c'est là qu'on aimerait faire un petit hommage aussi à l'Ukraine et à tout évidemment ce qui se passe là-bas et les chercheurs qui travaillent sur ces questions. Parce que mes recherches ont dû m'amener également en Ukraine, où, de façon intéressante, mais ça nous éloigne un peu de sujet, donc je veux juste le mentionner, Gastiev faisait partie du premier gouvernement révolutionnaire de l'Ukraine, dans les villes mêmes où actuellement les combats sont les plus rudes, à l'est de l'Ukraine, où l'histoire s'écrivait déjà de façon extrêmement compliquée. Et les archives ukrainiens gardent les précieuses traces de sa présence, sauf que malheureusement les archives de Kharkiv ont été brûlées récemment en perdant parmi d'autres des traces de la vie de Gastiev.
après tout cela, il revient à Moscou, et je vais vraiment m'arrêter là sur les parties biographiques parce que c'est intéressant de parler de ses idées plus que de sa biographie dans ce contexte-là, pour fonder l'Institut de travail, dont le bâtiment imposant vous voyez sur la photo. C'était un institut où il a réussi à convaincre le gouvernement et les autorités d'utilité d'étudier les mouvements ouvriers pour rendre la productivité plus efficace. Et c'est intéressant de noter que lui, Gastiev, il pensait que ça va permettre une libération ouvrière à travers une meilleure performance, meilleure maîtrise de son travail et du coup de son destin, alors que bien évidemment pour le régime c'était un moyen de redresser l'économie et répondre à des défis tout à fait économiques de pays complètement détruits par la guerre civile, par la guerre tout court et par la révolution et ses conséquences. Le principe de Gastiev était extrêmement innovant pour l'époque, se basait beaucoup sur Taylorisme, mais pas que. L'a amené à des idées complètement choquantes, qui ont donné notamment comme réponse le roman de Zamiatine, Nous autres. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est une anti-utopie, un peu dystopie, un peu du genre de Orwell. Et effectivement, je vais juste citer un passage d'un des écrits de Gastiev, donne un tout petit peu à penser à cela. Ce collectif mécanisé, donc le collectif des ingénieurs de Nouveau Monde qu'il espérait de créer, est tellement étranger à la personnalisation, tellement anonyme que le mouvement de ces complexes collectifs s'approche d'un mouvement qui exclut tout visage individuel. Il n'y a que les visages sans expression, d'âme dépourvue de lyrisme, l'émotion qui se mesure non pas par un cri, ni par un rire, mais par un manomètre et un taximètre. Et Gastiev fera donc jusqu'à supposer qu'un jour, les ouvriers eux-mêmes seront classifiés par type d'unité ouvrière de A, B, C ou 325 ou 075. Ce qui donc a donné à beaucoup de ces critiques l'argument qu'il essaie de remplacer les noms par les chiffres. Bon, il parlait plus de classification des qualifications ouvrières, mais qu'importe, effectivement, ça fait un peu peur et rappelle donc l'image qu'on a vue tout à l'heure au début de mon exposé dans son portrait. Donc là, vous voyez par exemple les mécanismes qui étaient créés pour rendre la frappe ouvrière plus efficace. Et il fallait d'abord s'entraîner sur un mécanisme pour le faire de façon plus performante. Plus intéressant aussi, ça fait un tout petit peu le pont avec ce qu'on va discuter dans un deuxième temps. Là, vous voyez les ouvriers au travail et au repos. En haut, c'est le photo au travail et après au repos, où même la tête est maintenue pour garantir le meilleur repos, pour mieux... Et donc, c'était extrêmement rythmé. Il y avait un temps de travail, un temps de repos, un temps de travail, un temps de repos. Et vu de haut, c'est encore plus effrayant quand on voit cette salle principale de l'Institut de travail avec les machines et les chaises pour se reposer dans son organisation. En même temps, à l'Institut travaillaient des meilleurs artistes et les créateurs les plus innovants de cette époque, Meyerhold pour le théâtre, Nikitin pour artistes, peintres, musiciens, psychologues, beaucoup de psychologues. Ces petites vignettes représentent des unités donc, qui travaillent sur l'observation, la pédagogie, la respiration et le mouvement de corps lors du travail comme garantie de meilleure organisation de travail. Il y avait des musiciens qui travaillaient sur la musique comme support de travail et il y avait les psychologues avec les musiciens qui travaillaient sur transformation de bruit de travail en musique pour mieux accompagner le travail et le lancer de façon plus organisée. Un tout petit peu les tam-tams des galères, mais un peu sophistiqués. Les mouvements de hommes et femmes étaient étudiés indépendamment et la cyclographie, donc les photos prises autour de mouvements, comme maintenant sont utilisées, je ne sais pas, à Hollywood pour les multiplications, etc., était exploité. Là, vous voyez Gastiev lui-même avec cette fameuse frappe de marteau, c'était son dada dans l'Institut, en train d'être étudié. Isabelle, tu surveilles mon temps?
Ouais, même sur le toit de l'Institut, vous voyez donc les ouvriers en train de faire les exercices en temps libre. Et je trouve cette image assez intéressante parce que donc un des ouvrages de Gastieff était décoré de cette image où c'était marqué la machine, donc l'usine, viendra vers toi comme récompense. Et je trouve que dans cette phrase, il y a quelque chose d'extrêmement religieux. La récompense qui viendra vers nous, c'est pas le Christ, c'est la machine qui viendra comme récompense pour le bon travail. Évidemment, ça a provoqué un nombre de critiques et je trouve que c'est intéressant. Aujourd'hui, dans le programme, je pense presque au même temps que nous, il y a les projections de films de temps moderne de Charlie Chaplin. Et vous voyez l'image là, qui date de 1930. Là, zéro, c'est un peu échappé. C'est une caricature de Gastieff qui était faite donc 5-6 ans avant la sortie des temps modernes. Mais on voit exactement la même réflexion sur le travail à la chaîne et ses effets destructifs ou positifs. Et ça vient d'une propagande soviétique, enfin d'un journal de propagande où c'est présenté de façon tout à fait positive le travail de Gastieff, mais qui fait effectivement aussi quelques frissons dans le dos quand on le regarde de près. Et enfin, pour finir donc avec les images, je voulais vous montrer cette chronocarte. Donc ça, c'était pour revenir dans la notion de temps, la façon de calculer le temps passé par minute au travail ou au repos ou à la nourriture, à l'alimentation, vie privée. Et la petite encadrée en haut dit compter le temps veut dire vivre plus longtemps. Enfin, signifie vivre plus longtemps. Donc c'est dans cette idée-là qu'il travaillait dans ce bâtiment qui était construit avant la Révolution pour une banque. Ironie de sort, et là aussi on est un tout petit peu dans la réflexion sur le temps qui passe. Donc d'abord c'était une banque, après ça s'est transformé en cet institut de travail des ouvriers pour, après la fin de l'Union soviétique, redevenir une banque, ce qui c'est actuellement. Et dans le rez-de-chaussée rempli de machines, des inspecteurs et des entraîneurs passaient des centaines de milliers d'ouvriers. Il y avait des unités de TSIT, donc l'Institut central de travail, un peu partout en Russie. Et j'aimerais juste finir sur peut-être créer un pont pour ce qu'on pourrait discuter dans le débat, sur quelques idées qui étaient centrales pour lui, qui ont fait beaucoup de débats en 1921 quand Léon Trotsky a organisé le congrès sur l'organisation scientifique de travail. Il y avait des dizaines de personnes, y compris ceux dont parlera Alexandre. Le débat était très virulent sur est-ce que le taylorisme, c'est finalement l'exploitation, cette tentative d'organiser le temps d'ouvriers de façon aussi totalitaire. Est-ce qu'il s'agit d'exploitation ou de libération? Et les deux camps s'affrontaient. Gastieff, pour sa part, considérait que cette approche tayloriste est suffisamment universelle et peut être appliquée à toute situation. Et contrairement à Taylor, qui est centré sur l'organisation, et à Ford, qui était centré sur la technique, Gastieff mettait l'homme au centre de sa réflexion. Donc il considérait qu'il faut changer la culture ouvrière et culture générale des ouvriers pour qu'ils puissent être ingénieurs eux-mêmes, contaminés par la force de créativité, ou comme disait la bacille de l'ingéniosité. Il faut activer les forces ouvrières, les contaminer avec le démon de l'invention créative, un petit diable qui les poursuivra sans cesse à essayer, à adapter, à être actif et vigilant en toutes circonstances. Et dans cette démarche, il voulait combiner la recherche, la rationalisation et la pédagogie pour gagner dans le temps, pour que chaque ouvrier devienne le professeur, en quelque sorte, des autres ouvriers qu'on disciple. Je pense que mon temps est fini, mais on reviendra sur d'autres aspects dans la discussion. Merci. Merci beaucoup, Alexandra. Et je vais donner tout de suite donc la parole à Alexandre pour faire surgir un autre protagoniste. Et je crois d'ailleurs un protagoniste qui a eu des liens avec Gastieff. Merci beaucoup. La révolution, comme un grand événement et comme un processus social de transformation, a sa rationalité. Et la rationalité de la révolution russe comprenait la violence comme un moment constituant de l'avenir, d'arriver à un horizon positif de l'utopie, de la vie meilleure pour les ouvriers, de l'autogestion. Et ça, c'est quelque chose qui
qui compose, qui indique le caractère ambigu, le caractère binaire de cette construction qui est propre à beaucoup de projets communistes. Alors le rôle reconnu de la violence comme un moment constituant de l'arrivée à l'utopie, et ensuite l'utopie même gérée de manière autonome, gérée d'une manière idéaliste, si on veut, par le biais d'un homme meilleur, d'un homme construit lors de cette transformation. D'où et où on trouve les tensions capitales, les ambiguïtés et les contradictions qui accompagnent la réalisation de projets communistes à l'Union soviétique lors de son histoire, mais également dans tous les autres domaines, dans toutes les autres aires géographiques où le projet communiste était tenté comme un projet empirique, comme un projet réalisé dans les institutions politiques. Alors, si, entre parenthèses, on mentionne la situation actuelle, c'est justement la grande différence par rapport à l'Union soviétique avec le gouvernement actuel de la Russie, c'est que c'est la violence sans l'utopie. Au dépit de ce qu'on imagine assez souvent en faisant une référence quasiment de réflexe, d'automatisme, en parlant de la Russie actuelle comme si c'était une héritière de l'Union soviétique incontestable et réfléchie. Au contraire de ces années 20 bouleversantes et révolutionnaires, justement, on n'observe pas une utopie, un horizon vers lequel cette violence pourrait et devrait porter, tandis que dans le moment de la révolution russe et ensuite dans les grands débats des années 20, avec tous leurs excès, tous leurs tragismes, y compris répercutés sur les vies et les morts de ses participants, c'est justement la violence a été considérée comme le moment de passage et comme une moyenne de la meilleure société. Quoi qu'on peut dire aujourd'hui dans un contexte plus paisible, au moins ici en Europe pour le moment. Alors, qu'est-ce que constitue les utopies et les grandes thèses de cette rationalité révolutionnaire qui touche au temps? Pourquoi il faut transformer le temps à une matière modelable, à une matière, à l'instar de l'énergie, diffusée sur les territoires, qui entre dans les grands fleuves d'échange, d'équilibre, de la constitution des nouvelles unités, de la production et de la meilleure vie? Alors, une des thèses est très, très simple, cette formule qui a été répandue déjà par les marxistes à la fin du 19e siècle en Europe dans tous les débats, c'est la formule célèbre 8-8-8, dont vous avez sûrement entendu, c'est-à-dire travailler pas plus que 8 heures, puis 8 heures pour le sommeil, et ensuite 8 heures du temps libre, puisque à la fin du 19e siècle, le temps de travail aux usines pouvait dépasser très facilement 12 et même 14 heures, ce qui était vu tout justement comme un grand dommage pour le corps, mais aussi pour la construction de soi, des êtres cultivés, culturels, les êtres sensibles que sont les ouvriers. Alors, une des tentatives qui était inscrite dans cette matérialisation du temps dans le début des années 20 à l'Union soviétique, ça a été à vérifier tout simplement si la révolution apportait à des fins bonnes et justes, et est-ce que cette formule a été respectée. Et alors, une des recherches du début des années 20, qui a été réalisé par Stanislav Stromilin, c'est celui-ci, comme vous voyez sur le diagramme. C'est juste une tentative de comprendre, d'observer combien du temps dorment les ouvriers et les ouvrières. Est-ce que les femmes et les droits des femmes sont respectés dans le nouveau régime politique en termes du droit au sommeil, ou bien quelles sont les formes de l'emploi du temps libre qui est pratiqué par les ouvriers. Comme vous voyez, les femmes travailleuses qui étaient au travail dormaient beaucoup moins que
les hommes et les femmes au foyer. Et ça a été posé par Strumiline, comme par les féministes russes, soviétiques de l'époque, comme par exemple Kollontai, comme un grand problème qui a été débattu en vue de l'amélioration de la vie des classes prolétaires engagées dans la construction révolutionnaire. Ce qui est important, Strumiline, c'était un peu l'antithèse de ce que Gastiev faisait. Il était spécialement attentif à ce que se produit dans le temps hors du travail. Et comme vous voyez ici, c'est un diagramme de son livre, on peut dire d'une petite brochure, mais qui avait une grande importance, de 1923, sur l'emploi du temps des ouvriers soviétiques. Il a étudié très précisément, avec beaucoup de nuances, comment le temps libre est utilisé et quelle est la structure de divertissement portée par les ouvriers. Et si vous lisez bien les inscriptions à droite de cette image, vous voyez que ces divertissements comprenaient des catégories aussi souples que, par exemple, jeux de cartes ou de loto, les fréquentations de l'église comme un club social, ce qu'il précise ensuite dans le texte, football, mais bien aussi spectacle, visite et réception des invités. C'est-à-dire c'était une tentative de globaliser cette saisie du temps, de le catégoriser, de s'approfondir à la vie des ouvrières. Et comme Alexandre a déjà mentionné, ça a été déjà à l'époque assez ambigu parce que Strumiline a été porteur d'une vision émancipatrice de ce que ces études peuvent porter aux ouvriers, mais ça a été évidemment aussi une base positive pour des ajustements, des réappropriations et de toute autre forme de contrôle possible de la construction du temps, non seulement du travail, mais aussi du temps libre, qui ne se limitait pas justement à des entr'actes du temps de travail, mais qui s'élargissait au temps qui n'a jamais été contrôlé auparavant par des unités publiques, par des autorités. Ça, c'était un grand pas vers l'étatisation du temps total, si on peut dire comme ça, de la population. En tant que personnage, Strumiline, sa biographie a des points qui se recoupent, qui ressemblent à la biographie de Gastiev et de plusieurs autres ingénieurs du Nouveau Monde. Et ça, c'est quelque chose qui se fait voir surtout dans la période précoce de sa vie étudiante, sa vie de jeune militant socialiste, qui a été plusieurs fois capturé, emprisonné, qui s'enfuit de l'exil, qui s'est retrouvé à Paris, revenu en Russie pour représenter le parti social-démocrate au congrès mondiaux à Londres et à Stockholm. Et c'est là où Strumiline se forme en tant que penseur, parce que ce n'était pas uniquement la ligne militante de sa biographie, mais ça a été aussi la ligne étudiante et intellectuelle, où d'abord il acquit une formation d'ingénieur, ensuite de statisticien et économiste, et ça c'est quelque chose qui constitue la base de ses compétences, qui les ont servi si longuement, et on peut dire avec un grand succès, à la limite qu'on peut parler du succès dans le système stalinien, au sein des institutions soviétiques. Après la Révolution, il est intégré au Centre d'études statistiques. Très vite, il entre au système de la coopération syndicale. Ensuite, il dirige les départements à Gosplan, cette institution qui gère, qui coordonne les différentes chronologies des unités économiques à l'Union soviétique. Et c'est là où Strumiline prend peut-être sa gloire, ses activités les plus importantes. Il devient un des premiers ingénieurs de plan. Et la planification soviétique et la planification tout court, comme on le connaît aujourd'hui, comme une pratique publique, comme une pratique étatique, doit beaucoup à Strumiline et à ses compétences extraordinaires qui s'appuient à sa biographie improbable.
Justement, pour vous donner une idée de ce travail, je reviens encore une fois à ces recherches de budget-temps, cette technique révolutionnaire de capturer la totalité du temps de l'individu et des catégories sociales à part entière, où il cherche à catégoriser le travail libre, c'est-à-dire l'usage du temps libre qui n'est pas productif en termes de la production industrielle, mais qui produit quelque chose en faveur de la nouvelle société, en faveur du régime politique en devenir. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui marque une grande spécialité du projet communiste des années 20. C'est une vision, c'est une reconnaissance du travail de tout genre comme le travail utile, d'activités de tout genre. Et comme vous voyez, par exemple, sur ce diagramme de travail libre, on observe que les manifestations politiques sont prises en compte comme le travail libre. Ça, c'est quelque chose que je pense est assez à l'ordre du jour parce que récemment, dans les mouvements étudiants en France, il y avait pas mal d'exigences et l'insistance sur le fait que, encore une fois, la participation aux manifs sont prises en compte comme le temps d'étude. C'est à peu près dans la rationalité, dans l'esprit de la révolution russe, de considérer le travail public et politique, associatif et bénévole comme quelque chose qui correspond au travail. Et là, je voudrais attirer votre attention à une autre particularité de ces diagrammes qui résulte d'une technique de mesure du temps aussi minutieuse que Alexandre a déjà montré dans cette chronogramme. La technique a été à peu près la même. Alors, c'est le caractère non binaire des catégories sociales que Stromilin invente, qu'il propose pour décrire la société soviétique en devenir, en ce moment-là. Comme vous voyez, il y a une division homme-femme qui est tout à fait classique, qui correspond à ce que se fait également la base de recherche, des études, des budgets, sauf que ce ne sont pas des budgets temps à la soviétique, mais des budgets des familles ouvrières, par exemple en France ou en Allemagne. Et là, justement, c'est assez facile, dans un certain sens, pour Stromilin de construire ces catégories à la base du fait que ces hommes et femmes sont salariés. Mais ce qui arrive ensuite, c'est assez intéressant comme catégorie. Comment alors il catégorise les non-salariés, les hommes et les femmes non-salariés? Il ne les divise déjà plus selon le genre, il les met dans une catégorie des assistants, des membres assistants de famille. Et ça, c'est quelque chose qui représente une particularité de cette société en transition, qui se transforme d'une société plutôt rurale en une société industrialisée, et qui représente la force et l'importance de la vie familiale, où Stromilin met dans cette catégorie les enfants, les adolescents, les personnes qu'on dirait retraitées, mais à l'époque, ça n'existait pas une retraite garantie. Alors, justement, les âgés qui n'avaient pas d'engagement dans la production, mais aussi des parents et des amis qui pouvaient vivre au sein des mêmes familles sans avoir un travail aux entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui se replie beaucoup sur les tentatives, justement, de marier, si on veut, l'idéologie de classe, ce modèle constituant pour le projet communiste des classes mobilisées, des classes en transformation, des classes qui s'accélèrent pour arriver à la meilleure vie au plus vite possible, et l'exigence du savoir objectif de la société actuelle qui ne correspondait pas souvent à ces divisions binaires, à ces divisions politisées, fortement politisées, imposées par le schématisme révolutionnaire, afin de respecter, et ça a été une des spécialités, une des caractéristiques de Stromilin, y compris dans le début de son travail en tant que planificateur, c'est une tentative de respecter les qualités objectives et les limites dans lesquelles les groupes et les individus de différents types, de différentes propriétés sociales
pouvait assurer la productivité et le retour, le rendu de l'énergie utile à la société. Alors, une des grandes préoccupations qui a été portée par Strumilin, justement, et ça se traduit en question, pourquoi étudier les budgets temps? C'est entre autres pour épargner les personnes engagées doublement, c'est-à-dire dans la vie productive, mais aussi dans la vie politique, très intense, comme vous avez vu dans les diagrammes, de protéger leur énergie, de sauvegarder leur énergie et de l'épargner de l'épuisement. Le grand sujet, selon Alain Corbin, de la fin du XIXe siècle de la société bourgeoise. Merci beaucoup à tous les deux pour ces exposés extrêmement passionnants et denses. Voilà, en vous écoutant, je me dis ce serait vraiment intéressant de voir, puisque la révolution chinoise s'est inscrite dans les pas de la révolution soviétique, que jusqu'en 1957, de nombreux ingénieurs, conseillers, experts soviétiques sont présents en Chine. Ce serait vraiment intéressant de voir jusqu'où les idées de ces ingénieurs du Nouveau Monde ont pu, en Chine, être mises en œuvre et comment. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 1957, il y a ce qu'on appelle la querelle sino-soviétique. Mao décide que la Chine va identifier une voie chinoise un peu du marxisme-léninisme et le mettre en œuvre en s'éloignant du modèle soviétique. Et que cela se fait dès 1958. En 1958, on a en Chine le grand bond en avant. Comme on le disait, c'est à nouveau un moment de tentative de faire accélérer l'histoire chinoise. En 1958, Mao dit, par exemple, on va dépasser en 15 ans le niveau économique de la Grande-Bretagne, mais comme on le fait en s'éloignant du modèle scientifique et du modèle soviétique, ce que vous venez d'évoquer comme expérimentation dans les années 20 va complètement disparaître, je dirais, de l'horizon chinois et ne reste que la façade. Tout est possible, tout peut être demandé à l'individu, et on va demander donc dans le grand bond en avant aux paysans chinois. Donc Mao se détourne de la production industrielle pour se tourner vers la campagne. Il dit le paysan chinois a une bouche mais deux bras, et il s'agit avant tout de faire travailler cette immense population paysanne, je dirais un peu au-delà des limites de sa force. Et tu parlais d'épuisement. À ce moment-là, le mot fatigue est interdit en Chine, tellement justement il est souvent prononcé pour expliquer qu'on n'en peut plus. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Et en vous écoutant tous les deux, mais peut-être qu'on va prendre une ou deux questions avant de poursuivre le débat. Mais là aussi, parce que je suis obligée de partir un peu de cet exemple chinois, en Chine, il y a une partie du temps qui est très important dans les années 1950-60, c'est le moment de l'étude politique. Donc on appelle ça l'étude, c'est l'étude au travail des techniques de production, mais le même mot, c'est aussi l'étude, les moments d'étude, de lecture de textes politiques qui visent à transformer l'individu. Donc étudier, c'est aussi être dans une position d'apprentissage, et ces moments d'étude politique, ils envahissent la vie, c'est-à-dire que après le travail, c'est le moment d'études politiques. Après le dîner, c'est le moment d'études politiques. Le dimanche, qui devrait être un jour de congé, ne l'est pas toujours. Et quand il n'est pas un temps à soi, il est un temps d'études politiques, même si on peut aller au cinéma. Mais là aussi, le cinéma aura une vocation éducative. Donc la question que je me posais, c'est dans ces deux... ce que vous nous avez montré, quelle est la place accordée ou pas à la transformation de l'individu par un temps consacré, pas simplement, encore une fois, la lecture. Il s'agit de lire, de s'imprégner, de devenir meilleur, de mieux comprendre. Et donc, voilà, ça, c'était une question que je me posais. Mais peut-être qu'on peut prendre une ou deux questions de la salle, s'il y en a un peu sur ces deux personnages qui ont été évoqués, des questions voilà, un peu factuelles, avant que l'on poursuive et qu'on vous redonne la parole. Mais s'il n'y a pas de questions, on va tout de suite vous redonner la parole, hein, et peut-être qu'on on aura un temps de discussion collective de toute façon après. Pardon, parce que je ne vois pas très bien. Excusez-moi. Oui, sans problème. Et le temps n'est pas mesuré. En plus, non, mais c'est une question à moitié formulée, hein, mais c'est sur la première intervenante. Sur le rapport donc, avec Taylor, si je comprends bien, j'ai oublié le nom de la personne dont vous parliez, l'idée c'est d'avoir l'individu,
l'ouvrier au centre, un peu comme on pourrait faire en ergonomie aujourd'hui, on va dire, avec un peu de décalage. Je me posais la question, puisque dans ces grandes figures qui essaient de réfléchir, il y a aussi Fayol, sur la gouvernance, sur justement une forme de management, savoir un petit peu s'il y avait aussi cette réflexion-là sur comment en fait l'encadrement, le management, la gouvernance peut aussi organiser le travail. Hein, c'est un peu loin de la division qu'on a entre Taylor, où il y a vraiment une séparation totale. Si j'ai bien compris, c'est pas le cas chez vous. Et dans ce cas, dans l'Institut central du travail, savoir un petit peu les liens avec la psychologie soviétique sur les théories de l'identité, qui est liée aussi à la théorie de l'action collective, du travail organisé, et qu'on retrouve aussi un peu aujourd'hui sur les réflexions sur l'apprentissage, qu'on appelle les zones proximales de développement, etc. Donc voilà un petit peu comment ça se combinait. Et si, pour conclure, désolé, si on retrouve ce débat dans le colloque organisé par Léon Trotsky, dont je viens d'apprendre l'existence. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je n'ai pas l'impression. Et donc peut-être Alexandra d'abord, et puis Alexandra. Oui, très rapidement, parce que effectivement c'était un vaste sujet. Donc, comme je disais, l'Institut de travail opérait beaucoup à travers la pédagogie. Donc, ils avaient une énorme production de livres et des articles. Ils traduisaient en russe toutes les penseurs autour de l'organisation, ce qu'ils appelaient organisation scientifique de travail, c'est le terme qu'ils utilisaient. Donc le congrès de Trotsky, c'était le congrès sur l'organisation scientifique de travail, les pros et les contre des méthodes différentes. Gastiev a personnellement traduit plusieurs livres de Fayol qu'il présentait et reproduisait à travers l'Institut. D'ailleurs, fait un peu anecdotique, et je ne sais pas comment il faut le traiter forcément, c'était le dernier livre que Lénine a lu avant de mourir. Je ne sais pas si ça a précipité sa mort ou pas, mais en tout cas, c'était le livre qui a resté Fayol traduit par Gastiev, c'était le livre qui était sur la table de nuit de Lénine au moment de sa mort. Et comme Lénine était tout à fait idolâtré en Russie, on savait les livres qui étaient sur son table de nuit par cœur. Donc voilà, c'était Fayol traduit par Gastiev. Il y avait les visites, et là ça fait un tout petit peu écho à ce qu'a dit Isabelle. Donc il y avait des visites des délégations chinoises, américaines. Il y avait Ford, les délégations de Ford qui a visité l'Institut de travail. Gastiev en était extrêmement fier, et ce qui même à certains chercheurs a donné lieu de dire qu'il y avait une relation régulière entre l'Institut de travail, Gastiev et Ford. Dans les archives de Ford, la seule chose que j'ai trouvée à Détroit, c'était un rapport de cette visite qui dit que c'est une maison de fous à fuir à toute vitesse. Donc je pense que c'était un peu exagéré côté soviétique, mais les Chinois étaient extrêmement présents, ils venaient souvent, il y avait des délégations japonaises, il y avait des délégations françaises qui voilà, parfois étaient très élogieux et parfois pas. Je pense que ce qui a surtout influencé Gastiev et sa façon de voir l'organisation de travail, c'était Gilles Brecht, et plus son travail, lui, qu'il a d'ailleurs rencontré personnellement à Prague, au congrès mondial de l'organisation scientifique de travail, parce que Gastiev voyageait avec ses idées également. Et d'ailleurs, il parlait toujours en français, parce que c'était une langue qu'il maîtrisait parfaitement, donc il faisait plaisir. Mais j'aimerais juste, sans être longue, lire une toute petite citation de lui que je trouve intéressante. Il écrivait, Gastiev: « Nous sommes de véritables barbares en ce qui concerne les dépenses des efforts, et aussi bizarre que cela puisse paraître, nous ne savons pas du tout nous reposer. C'est d'abord sur ça qu'il faut que nous travaillons. » Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que déjà à l'époque, il travaillait beaucoup et surtout sur l'organisation de travail, le gestuel de travail, qui peut permettre de, bizarrement, non pas développer le mécanisme, mais l'ingéniosité et la recherche des meilleures solutions. Il y avait les primes dans son institut pour chaque amélioration de geste de travail. Mais aussi, et surtout, il travaillait sur le repos comme garantie de travail plus efficace. Et c'est ça qui est aussi très intéressant, je trouve. Merci beaucoup, Alexandra. D'accord. Alors nous allons passer à la deuxième partie de cette table ronde en faisant un peu un saut dans le temps, puisque, voilà, évoqué brièvement malheureusement, mais la nouvelle question qui va se poser en Union soviétique dans les années 1960, qui va être celle de la gestion collective du temps libre. Et Alexander, je te donne la parole.
Merci Isabelle. Effectivement, ce qui se passe dans les années 30, c'est l'arrêt complet des études selon le modèle proposé par Strumiline, des budgetants. Et même si en 1936, les statisticiens staliniens ont les plans d'inclure les budgetants dans le recensement national, c'est un projet qui n'a jamais été abouti, et avec les procès politiques, avec la persécution des spécialistes de divers types du savoir social et des disciplines tout à fait variables, allant de pédologie, une forme spécifique de la science de pédagogie, jusqu'à psychanalyse et d'autres formes du savoir sur le social et sur l'individu. Les budgetants sont considérés probablement aussi objectivants, aussi positif en termes de la science positive que bourgeois ou bien idéaliste en termes du refus de la mobilisation de cette idée mobilisatrice accélérationniste de l'être humain, est trop respectueux par rapport aux capacités et aux propriétés objectives des corps et des êtres humains. Alors, cette technique de la mesure du temps est oubliée en partie, sans être jamais oubliée, parce que les études de Strumiline et de toute une vague qu'il a générée, spécialement dans les syndicats, spécialement dans les associations ouvrières et paysannes qui pratiquaient cette méthode, a laissé beaucoup de traces. Les traces souvent obscurées, restant dans les bibliothèques sous forme de brochures, sous forme de publications, mais quand même gardant une certaine attirance intellectuelle. Et au moment où l'Union soviétique se réouvre après la mort de Staline à l'international, c'est aussi un moment où les études des années 20 et la culture des années 20 redevient intéressant pour les jeunes chercheurs à la recherche non seulement des significations académiques, mais aussi du sens de vie, de la nouvelle définition de ce qu'est l'Union soviétique et le projet communiste ou socialiste. Si vous vous souvenez, bon, vous n'êtes pas obligé, Khrouchtchev en 61 promet que la génération actuelle, la génération contemporaine des personnes à l'Union soviétique vivra un communisme. Une promesse qui n'a jamais été réalisée, même sur une plage de quelques ans, et Khrouchtchev a retiré cette promesse assez rapidement, mais le fait de grandes attentes, encore une fois, de cet horizon qui s'est réapparu à la fin des années 50 devant la société soviétique, juste après et très peu après la période des grandes pénuries de l'après-guerre, des souffrances, de la pauvreté assez extrême. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération en pensant comment le temps a été pris et considéré à cette époque-là par les dirigeants soviétiques et par les experts académiques ou bien les experts en temps appliqué. Et c'est là où on observe le retour à ces études des budgetants. Et je reproduis ici une citation un peu baroque en cet langage soviétique qui perd sa transparence, qui n'est pas très compréhensible, qui parle des lois sociales, etc., etc. Mais l'idée générale qui domine cette reprise des études de budgetants dans le nouveau contexte, elle est tout à fait comparable et compatible avec ce qui se passe en France, en Allemagne et en d'autres sociétés développées en cette période-là, c'est-à-dire le temps, et surtout le temps libre suite à l'automatisation du travail, suite à la rationalisation des entreprises, devient quelque chose qu'une première fois dans l'histoire humaine, peut-être, on observe comme une ressource en excès. C'est-à-dire qu'il y a trop du temps libre. Et alors, d'un acquis social, d'un acquis de la lutte ouvrière, il se transforme en quelque chose qui représente plutôt un problème administratif. Qu'est-ce qu'on fait avec ce temps ? Alors, dans les débats français du début des années 60, c'est quelque chose de très visible. Dans le cas soviétique, c'est moins visible au niveau idéologique parce que c'est toujours considéré et glorifié comme un acquis étroitement associé avec le communisme. Les travailleurs qui ont plus du temps libre alors, peuvent se construire mieux en tant qu'êtres culturels et cultivés. Mais c'est aussi quelque chose qui se voit dans les pratiques de la gestion du temps. C'est justement les tentatives, encore une fois, de saisir le temps comme une matière
fracturée comme une matière quantifiée, comme une matière qui a une plasticité de n'importe quel autre bien économique ou matériel. Et ça se voit dans le retour du temps libre, des études du budget-temps, qui saisissent de plus en plus le loisir, le temps libre, en tant qu'objet d'opération publique, d'opération d'État. Et là, je vous propose d'avoir un résumé, on peut dire, très bref, d'une étude, de la première étude internationale, la première et l'unique, qui a été réalisée en 1964, dans une construction académique et politique assez improbable, partant de l'UNESCO, revenant à l'Union soviétique même, non plus des héritiers intellectuels de Stromilin, mais effectivement des héritiers hongrois du socialisme soviétique des années 20 qui ont voulu réadapter les acquis intellectuels de l'époque à la nouvelle situation académique et intellectuelle. Alors ça a été une étude qui a été réalisée dans plusieurs villes européennes et américaines. Alors les États-Unis et l'Union soviétique ont été mis dans cette étude à titre égal, et comme vous voyez d'autres pays, Bulgarie, Pologne, Tchécoslovaquie, à l'époque France, Allemagne de l'Est et Belgique. Et là, c'est quelque chose, encore une fois, qui se réfère à cet horizon original de l'utopie révolutionnaire. C'est-à-dire, est-ce que, à l'Union soviétique, dans le pays du socialisme vacant, selon la définition officielle, les travailleurs se reposent mieux, prennent plus du temps pour se soigner, pour manger, etc. Et ce qu'on retrouve à la fin, et les résultats de cette étude n'ont jamais été publiés à l'Union soviétique, que finalement, on dort plus en France et en Belgique, aussi en Allemagne de l'Ouest, on mange plus longuement, encore une fois en Belgique et en France, et finalement, le temps consacré à soi, à l'hygiène, à la cosmétique, etc., est le plus long en Tchécoslovaquie. Quelque chose de complètement inattendu et surtout pas du tout glorieux en termes des grands succès du projet socialiste en URSS. Alors, encore une fois, ça a été un type de recherche, et cette étude précisément qui a beaucoup inspiré les débats administratifs, y compris en France, dans les archives du commissariat au plan français, j'ai retrouvé tant de documents qui se réfèrent à cette recherche avec encore une fois l'air utopiste, mais déjà d'une utopie administrative à la française. Et pourtant, l'idée qu'on peut mesurer le temps, qu'on peut le quantifier avec le même type minutieux de la saisie, c'est quelque chose qui fait l'écho aux matériaux que Alexandra a manifesté, a montré, sauf à une précision près, que ça ne touche plus le travail, le corps travailleur dont les gestes sont codifiés et exposés au contrôle minutieux, mais c'est surtout le loisir, c'est surtout le temps libre en excès qu'il faut englober, qu'il faut réapproprier, qu'il faut réaménager dans quelque sorte et le mettre en correspondance avec une infrastructure. Alors juste pour conclure ce passage vers les années 60 optimistes, de tout un autre type d'utopie que l'utopie révolutionnaire mobilisée, je voudrais vous inviter à penser quels sont les domaines où ce type d'études étaient les plus utiles, dans un certain sens, où, encore une fois, le temps et le contrôle du temps comme une matière discrète a été le plus appliqué. Parmi les domaines du projet soviétique, que j'ai fouillé, que j'ai testé, j'ai trouvé que ça correspondait le mieux à l'architecture d'habitat, à l'architecture de masse, qui, à partir de la fin des années 50, devient un des domaines de l'administration publique extrêmement important et qui rend une attention particulière, si pas privilégiée, justement à l'usage du temps à l'intérieur des appartements, afin de les planifier de manière rationnelle, optimale. Et ça, on voit par exemple un photogramme de mouvement d'une femme en foyer à gauche dans une cuisine optimisée,
en termes de l'aménagement de l'espace, et à droite, dans une cuisine qui est faite bric-à-brac et où une personne, le corps individuel, dépense énormément plus du temps et d'efforts inutiles par rapport à l'espace rationalisé. Avec une petite bémol par rapport à cette image, en réalité, alors c'est un extrait d'un livre d'architecture de 1974, c'est un dessin qui est fait à partir d'un photogramme américain réalisé dans les années 30. Et là, on revient encore une fois à cette question, est-ce que les inventions communistes sont aussi originales? Et sinon, alors ce qui est évident dans ce cas-là, justement, est-ce qu'on peut spécifier l'originalité du projet? Alors que pour les années 20, c'est plus ou moins évident, et on voit les redéfinitions très radicales de ce qui est, y compris cette non-binarité dont je vous ai parlé, de ce qui est la structure sociale, la matière du temps, etc. Par rapport aux années 60, 70, etc., ça devient de plus en plus difficile de distinguer les technologies sociales et politiques empruntées et réadaptées au sein de cadres formellement socialistes ou communistes de ces origines, parce que ces technologies du gouvernement, ou si on parle en langage foucaultien de la gouvernementalité, sont très semblables à deux côtés du rideau de fer. Et ça, c'est juste deux autres illustrations de cette spatialisation du temps dans le cadre de l'appartement, de l'habitat de masse, qui est étudié assez minutieusement afin de construire les espaces en fonction de la bonne séparation des sous-espaces fonctionnels. Et ça, c'est un schéma, on peut dire, lévi-straussien de la parenté ou quelque chose du genre. Non, c'est juste une liste des processus physiologiques, culturels, sociaux qui se réalisent au sein de l'appartement avec des interconnexions et des écarts qui permettent mieux séparer les espaces. Alors c'est ainsi que dans les années 70, au moins au sein de la pensée architecturale de l'architecture utilitariste, le temps devient l'espace. Merci beaucoup, Alexander. Tu as parlé d'une reprise donc, de cette innovation des budgets temps élaborée par Strumilin plusieurs décennies plus tard, dans les années 60, pour essayer de gérer le temps dit oisif, le temps collectif oisif. Et je crois que, Alexandra, tu vas nous parler d'une autre forme de reprise, encore plus récente, ou d'une réception récente des expérimentations de notre fameux ingénieur du Nouveau Monde. Merci beaucoup. Effectivement, le temps, une fois de plus, si on parle du temps, le temps ne nous a pas permis de parler de Gastiev dans les années 60 parce qu'il était fusillé en 1938, comme beaucoup des ingénieurs de Nouveau Monde soviétiques. Il n'a pas vécu assez longtemps pour voir le résultat de ses efforts. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'ère stalinienne, donc voilà, on a parlé brièvement de développement de son institut qui est devenu énorme, le budget est énorme. D'ailleurs, c'est très intéressant que Gastiev a essayé d'échapper au financement étatique en créant ce qui était inédit à l'époque, une espèce de trust, une organisation organisée par action, et chaque ministère leur donnait un certain argent qu'ils pouvaient utiliser pour amélioration des travaux de ces ministères respectifs, donc ça lui donnait une certaine indépendance. Mais comme c'est souvent le cas, à l'ère stalinienne, voilà, la chute était souvent précédée par une accession très spectaculaire. Gastiev a été nommé de fait, maintenant on aurait dit le ministre de standardisation, donc à l'époque c'était le NARCOM, le commissaire de peuple de standardisation, et ce qui est très intéressant, il n'était pas membre de parti communiste, il était anarchiste et il ne faisait pas partie de parti communiste depuis 1907, quand il est sorti à cause des divergences politiques de cette partie. Et c'est en 1932 qu'à l'ordre explicite de Staline, et nominatif, il a été appelé au cabinet de Staline et forcé à réentrer dans le parti pour pouvoir être nommé justement le ministre de standardisation, ce qui voulait dire les voitures de fonction, les maisons secondaires des dachas avec Staline et son entourage, etc. Donc c'est quand même un autre statut dans la société qu'il avait jusque-là. Et il a reçu le drapeau, enfin l'ordre de drapeau rouge, qui était la plus grande
décoration soviétique, jusqu'à ce qu'il soit arrêté en 1938, accusé de travail anti-révolutionnaire. Et après son arrestation, il était fusillé dans le fameux dacha de Yagoda, donc le communarcat, le site où les plus hauts gradés ont été fusillés. Très très rapidement après son arrestation, après les interrogations dont le contenu nous est maintenant accessible et qui est très impressionnant parce qu'il essaie de convaincre quand même les personnes qu'il interroge avec l'usage de force physique de l'utilité de l'organisation scientifique de travail. Il y a des choses assez improbables dans cette lecture. Après cela, l'Institut a été fermé. Il était transformé en institut qui travaillait plus sur la guerre, pour la guerre et pour l'aviation tout particulièrement. C'était surtout sur le tutelle du ministère d'aviation. Mais ces méthodes étaient donc utilisées surtout pour l'organisation militarisée. Donc, il y a plusieurs thèses pourquoi Staline a toléré l'Institut et Gastiev et ses idées effectivement assez folles par moment, y compris le fait qu'il travaillait avec les gens comme Meyerhold, qui était fusillé peu avant Gastiev, et assez loin de cette idéologie soviétique assez stérile finalement qu'on retrouve plus tard. Je pense que Staline, d'une part, voyait l'utilité de son institut, l'utilité directe et monétaire de l'organisation de travail, où effectivement le temps de repos n'était pas du tout le plus intéressant pour le régime. Mais également, il y avait un phénomène comme les Stakhanovtsi, donc les Stakhanov, les fameuses organisations où l'homme était soi-disant capable de produire 150 fois plus que ce que la norme le demande. Et là, la théorie de Gastiev entrait en contradiction directe avec cela, parce que Gastiev disait non, tout est mesuré et on ne peut pas produire plus que sa norme, sinon c'est pas possible. Donc, dans tous ses écrits au début du mouvement de Stakhanovtsi, Gastiev s'oppose très très brusquement à ça, et puis on voit qu'à un moment donné, on voit la date et l'heure presque, quand il dit que oui, finalement, c'est les meilleures idées du monde, et il est fusillé très très peu après. Donc on voit déjà que ce changement, forcément, n'était ni volontaire ni idéologisé de sa part. Et après donc sa disparition, la disparition de l'Institut, la plupart des gens qui travaillaient sur l'organisation de travail étaient arrêtés et fusillés pour la plupart ou arrêtés pour de longues années. Et le terme même porte finalement le destin de ces inventeurs. L'organisation de travail en tant que telle disparaît des écrits officiels, et ce n'est qu'après la mort de Staline en 1953, avec la réhabilitation de certaines de ces personnes et de leurs idées, que ça revient dans les années 60. Effectivement, on peut le voir, c'est très très lié au développement de régime, à la mort de Staline, le retour d'abord timide de cette terminologie. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand Gastiev est réhabilité, donc très brièvement, ça c'est la dernière photo, puisque à l'Union soviétique, on prenait des photos juste avant d'exécuter les prisonniers, il y avait cette tradition. Et on voit, je trouve que le changement est assez brusque, comment Gastiev, pour la première fois, réapparaît dans le narratif officiel, avec le grand sourire. Il explique à un jeune ouvrier à côté de lui comment travailler. Il y a quelque chose d'extrêmement paternel dans cette démarche, extrêmement accompagnateur. On voit presque des palmiers ou je ne sais pas quels arbres tropiques autour d'eux, dans un espèce de paradis où il n'y a plus rien de révolutionnaire, il n'y a plus rien ni intellectuellement, ni même en body language des personnages. Et donc, tous les œuvres principaux de Gastiev étaient rééditées, poétiques, comme scientifiques, ce qu'il espérait et croyait être scientifique. Ce qui est très intéressant, c'est que la date officielle de la mort de Gastiev était 1941, de tuberculose dans un camp, alors qu'il était fusillé en 1939. Et la seule personne qui a jamais mentionné vraiment sa vraie date de la mort avant 1991, quand c'était après la chute de l'Union soviétique rendue publique, c'était Elsa Triolet, la femme de Louis Aragon, qui visiblement était mieux informée que d'autres. Et dans ses écrits, elle a publié les œuvres de Gastiev poétiques, les œuvres poétiques en France, en l'incluant dans les 100 meilleurs poètes russes de tous les temps. Elle mentionne la vraie date et la vraie année de la mort de Gastiev, ce qui veut dire que quand même les personnes proches de parti étaient parfaitement au courant de destin de ces grandes personnalités.
Et petit à petit, donc dans les années 60, dans les années 74, 75, il y a la réédition de ces ouvrages, mais modeste, et uniquement sur l'organisation du travail. Tout d'un coup, le énième revirage, le temps passant de l'image de Gastieff, et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant si on parle de temporalité, de perception cette fois-ci déjà de Gastieff et de ses idées, c'est au tournant du XXIe siècle, quand à la fois ces rêves radicaux et révolutionnaires anticapitalistes ont trouvé une certaine résonance dans la jeunesse, où ça devient tout d'un coup de nouveau intéressant de travailler sur Gastieff, sur son histoire, sur son parcours. Et le régime trouve tout d'un coup, le régime de Poutine cette fois-ci, l'intérêt dans cette personnalité de grand manager, comme ils disent, qui essayait d'organiser la production soviétique, qui a mis l'Union soviétique finalement sur un piédestal plus haut que les autres. Donc en oubliant un tout petit peu sa fin tragique, souvent il n'est pas mentionné, le régime reproduit un prix qui est donné à des entreprises capitalistes le plus un succès dans la Russie moderne actuelle, donc le prix qui est donné chaque année, et ce qui est très drôle parce que ça fait un clin d'œil quand même à notre passé soviétique, parce que ce prix est remis par le gagnant d'une année au gagnant de l'année suivante. Donc ça, c'est une pratique soviétique avec les drapeaux rouges qui étaient transférés d'une usine à l'autre, sauf que là, maintenant, c'est donné à l'entreprise qui a montré l'approche capitaliste le plus à succès parmi d'autres. Donc il y a quand même des clins d'œil dans le temps qui sont vraiment, qu'on n'aurait pas pu inventer. Alors que de son côté, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement officiel, c'est parrainé par le régime, par Poutine personnellement, etc. Et de l'autre côté, Einstürzen de Neubauten, je ne sais pas si vous connaissez ce groupe de la musique industrielle à la limite de je ne sais même pas quoi, de punk, de la musique industrielle, vient en Russie avec un concert pour jouer les poèmes de Gastieff à travers leur musique industrielle en utilisant les machines et les sirènes des machines avec le dirigeur, comment on dit, le chef d'orchestre un peu un scandale qui aime beaucoup les performances un peu intéressantes et innovatives, qui joue Gastieff et qui chante ses poèmes avec Einstürzen de Neubauten. Et les artistes tout divers essayent de créer de l'art moderne avec Gastieff, ses idées et ses fantaisies. Et actuellement, au moment qu'on se parle, un banquier, donc quelqu'un qui a gagné sa fortune dans les banques, a décidé de consacrer une grande partie de sa fortune pour créer un musée de Gastieff et pour ressortir cet grand homme de patrie soviétique et rendre ses idées plus accessibles à la grande public. Et ce que je trouve intéressant dans cette vie après la mort des idées de Gastieff, c'est que bien évidemment, ça s'est complètement éloigné des idées et d'idéologies qui poussaient Gastieff à les produire et à mettre en place. Si ça soit la jeunesse radicale à la recherche d'un sens qui échappe actuellement à la jeunesse russe pour des raisons, je pense, qui sont assez évidentes, si ça soit le régime qui le pousse en avant, Gastieff de nouveau échappe son propre profil et son propre temps, tout comme étant bolchevique qui a participé à la création de l'Union soviétique, il devient anarchiste, il sort du Parti communiste au moment quand le Parti communiste prend le pouvoir, tout comme on arrive avec les idées syndicalistes de France au moment quand Lénine décide de finir avec les syndicats, tout comme il crée l'Institut de travail où il veut libérer l'ouvrier, alors que le régime, à ce moment-là, essaie justement de rendre leur travail le plus productif possible. Et une fois de plus, il échappe de son temps, du cadre de son temps. Après 50 ans de disparition quasi absolue, parce que son nom était banni après l'exécution, il revient de nouveau dans deux métaphores, dans deux transformations qui sont aussi loin de finalement ce qu'il essayait de mettre dans ses théories, que l'image qui en faisait le régime stalinien qui a mis fin à cette vie. Et je trouve ça assez passionnant comme sujet d'étude en soi.
Merci beaucoup. Je vais tout de suite vous donner la parole parce que nous avons un quart d'heure. Nous sommes et donc voilà, tout de suite vous passez la parole. Voilà, pour revenir sur des éléments de compréhension. Vous avez été extrêmement clair, extrêmement précis en mobilisant différentes acceptions du mot temps. Donc c'était vraiment passionnant, mais je pense que voilà, on peut revenir sur différents éléments de ce que vous avez évoqué l'un et l'autre. Donc, oui. Bonjour. Merci pour cette lecture, cette table ronde. J'ai une question pour Alexandre, et plutôt pour deuxième exposé, autour des années 60. Et j'ai lu quelque chose sur l'idée des Brecht et Benjamin qu'ils discutaient dans les années 30, déjà assez troublant comme les années, où ils discutent les coutumes dans un cadre d'organisation d'espace de l'habitat, et ils insistent plutôt sur les effaçations des traces, sur les effaçations des coutumes, comme manière de traiter l'espace dans une manière communiste. Et ça diverge assez frappant, pas seulement des années 30, dans une discussion dans l'Union soviétique, Gastiev aussi, mais même avec les années 60 et cette réapparition d'optimisme, bon, pas industriel déjà, mais quand même des aspirations quasi communistes, si vous voulez. Qu'est-ce que vous pensez? C'était qui plutôt le communiste au niveau des temps et des gestions de l'espace aussi? Donc c'est lié, c'est le même lien était remarqué par Brecht et Benjamin. Si vous peut-être, il n'y a pas trop de textes sur ça, mais quand même, l'idée, c'était plutôt effacer les traces, l'effacer des coutumes pour réinventer le temps, l'espace, tout ça. Merci. Tout à fait, c'est un sujet récurrent dans les discussions soviétiques, même si la signification d'être soviétique et du projet change avec la décennie. Et si, dans les années 20, l'effacement des traces, ou l'effacement plutôt de la société précédente à part entière, autre que les traces, c'est un projet tout à fait, je peux dire, belliqueux dans le contexte de la lutte des classes. Vers le début des années 60, la position officielle qui est massivement soutenue par les experts académiques devient que la dictature du prolétariat sur le territoire soviétique a gagné. On n'a plus besoin d'investir dans la dictature du prolétariat puisque l'ennemi de classe est effacé, qu'il est détruit, ou bien dépassé avec le succès s'il s'agit du domaine de l'économie et des rapports économiques à l'Union soviétique. Et alors, qu'est-ce qu'il reste? Pourquoi tout de même, dans la société presque idéale, construite selon les canons de cette théorie socialiste, communiste, il existe encore la criminalité, il existe encore la déviation, il y a tant de divorces, il y a beaucoup de maltraitement, des problèmes administratifs et sociaux. Alors, une des explications dans cette ontologie de la société socialiste achevée, c'est qu'elle vit encore, cette société, sous l'empreinte des atavismes, du régime capitaliste ou du régime monarchique. Et ces atavismes se reproduisent surtout par les structures familiales, par les pratiques de loisirs non contrôlées, comme par exemple la fréquentation de l'église ou l'écoute des stations de radio américaines. Et c'est quelque chose qui combine à la fois le danger externe incarné par les ennemis de l'Union soviétique qui sont intéressés à maintenir cet état d'archaïsme, d'atavisme au sein de l'Union soviétique, et par les structures obscures, comme par exemple la famille, qui cache encore
quelque chose de cet ancien régime. Je dirais que l'effacement des traces, c'est probablement une préoccupation, peut-être pas dramatique, mais quand même constante, à l'Union soviétique tardive, dans les années 60-70, qui est déléguée à la police. Moi, j'ai une question, plus dans l'absolu, parce que là, on a beaucoup parlé du modèle communiste de l'URSS. Et au niveau des autres pays qui ont tenté des régimes politiques communistes, est-ce qu'il y a eu des études aussi sur la gestion du temps, notamment à Cuba et au Vietnam? Est-ce que là, ce qu'on a vu, c'était la gestion du temps dans un modèle communiste ou dans le modèle communiste de l'URSS? Et est-ce que les autres pays qui ont expérimenté ces modèles-là avaient d'autres idées de gestion du temps? Oui, comme on n'est pas des spécialistes des pays que vous avez mentionnés, c'est très osé, trop osé de dire des différences, de parler des différences dans ce cas-là. Justement, j'ai commencé à chercher des publications concernant... il y en a concernant l'Europe de l'Est, par exemple, et notamment Tchécoslovaquie, Pologne de l'époque, puisque l'importation des technologies, y compris des technologies d'expertise, des technologies du gouvernement, ça a été quelque chose qui a été assuré par l'existence même du bloc de l'Est, mais qui, comme j'ai tenté de montrer, n'était pas déconnecté déjà dans la période de l'après-guerre de la France, de Belgique et d'autres pays de l'Europe de l'Ouest. Pourtant, on peut soupçonner que l'Union soviétique a été un foyer privilégié de ce type d'expérimentation, juste à cause des excès des ressources culturelles qui ont été accumulées au début de la Révolution, suite à une politique très restrictive universitaire et politique d'enseignement qui était établie par le gouvernement de Tsar avant la Révolution. On observe une arrivée de tant de formes de la formation, de l'auto-formation, soit sur le territoire russe, comme par exemple les cours libres organisés pour les femmes qui étaient interdites des universités, soit à l'extérieur, sous forme exterritoriale, comme par exemple l'école libre de sociologie à Paris, qui existait durant 2 ans au début du XXe siècle, organisée par les sociologues russes, mais qui a été fréquentée par Lénine, par Gastev, par les révolutionnaires et les experts les plus improbables au sein de l'université russe. Et là, justement, cette surcharge de la compétence culturelle qui ne pouvait pas être institutionnalisée au sein des structures publiques à l'époque, ça a donné cet effet énorme. La rentrée de ces jeunes experts sans expertise confirmée, la rentrée dans le champ de la création, de la génération des nouvelles institutions, et probablement c'était une situation assez unique historiquement, qui n'a pas pu être répétée dans d'autres sociétés, au moins à la même échelle. Et peut-être ajouter donc un mot, effectivement, j'évoquais tout à l'heure l'expérience chinoise, et autant donc puisque la République populaire de Chine est instaurée en 1949, et je disais tout à l'heure, beaucoup d'experts, d'ingénieurs soviétiques vont venir en Chine, et tout à l'heure tu parlais, j'ai l'impression, des années 50 au niveau justement de l'espace et de la spatialisation et de la mise en place, par exemple en Chine à l'époque, de villages ouvriers modèles d'inspiration soviétique et qui restent aujourd'hui des lieux de référence, même si on gomme un peu l'influence soviétique. Mais par contre, au niveau de la production, si certainement il y a eu une influence pendant les années 50, j'ai l'impression qu'elle était quand même un peu à la marge. Je veux dire que quand tu disais que, voilà, pour les raisons que tu as évoquées, il y a eu cet accent prioritaire mis en URSS qui n'existait pas en Chine et qui s'éloigne encore plus à partir du moment où, encore une fois, la querelle sino-soviétique intervient en 1958. Et à partir de là, en Chine, on entre dans un autre modèle de gestion du travail et des individus. Il y a une référence à la scientificité,
d'un côté, mais ce qui va faire l'émulation, ça va être la notion d'exemplarité. C'est-à-dire plutôt que de décomposer les mouvements, décomposer le temps et mettre un peu tous les individus, j'ai envie de dire, sur le même plan ou en disant qu'ils sont tous capables de la même chose, l'idée va être là d'avoir des modèles qui sont arrivés à faire des choses relativement surhumaines, à atteindre des objectifs inatteignables. Et en Chine, l'exemple, c'est jamais un exemple à reproduire à 100%, mais à imiter. Si lui a pu, les autres le peuvent. Et donc, ça va fonctionner vraiment en Chine, dans les villages, dans les usines, en mettant en place des figures exemplaires qui montrent que donc on peut y arriver. Et on est dans une situation très différente parce que je crois qu'en 1958, la population chinoise est 4 fois plus grande que la population soviétique. Mais en 1958, le paysan chinois, sa productivité est 50% de la productivité du paysan soviétique en 1928. Donc on est en face, en Chine, par exemple, à des questionnements, d'où d'ailleurs le déplacement que va faire Mao à partir de 1958 en disant non, la voie chinoise communiste, elle doit prendre appui sur la paysannerie, ce qui va entraîner toutes sortes d'autres réflexions sur la productivité et le temps. Et si je peux juste ajouter à ça une toute petite détail en plus, c'est que juste peut-être pour vous aider dans vos recherches, si jamais vous voulez vous y aventuriez, il y avait effectivement le centre à Prague et un centre à Berlin dans les années 20, qui était un peu le centre d'études de l'organisation de travail. Donc il y avait des congrès, des réunions, des conférences où se réunissaient des représentants des pays très différents. Et notamment à Brême, à Forschungsstelle Osteuropa Institute, il y a l'archive et des années allemandes, disons, et des années tchèques. Donc il y a tout ce qui était sauvé de Prague après l'occupation, libération et tout ce qui n'est pas parti dans les archives soviétiques a été répatrié à Brême. Et c'est extrêmement intéressant parce que, enfin, je n'ai pas de souvenir, mais ça ne veut absolument rien dire que j'aurais vu quelque chose de Cuba là-bas, mais par contre, il y a beaucoup justement des représentants de Chine, mais aussi d'autres pays qui s'intéressaient à ces questions qui venaient. Effectivement, c'est un modèle qui a inspiré beaucoup, mais je pense que ce qu'a dit Isabelle est très juste. Dans la démarche de l'Institut de travail, il y avait la démarche de prendre les paysans et les éduquer et les transformer en ouvriers. Il y avait quand même cette idée qui était explicitement pas toujours citée, mais qui était complètement derrière, et ce qui explique d'ailleurs l'implication de Trotsky dans tous ces mouvements, parce que pour lui, la paysannerie, c'était voilà, une couche de société à faire disparaître, comme anti-révolutionnaire, contre-révolutionnaire par son essence. Ce qui, je pense, n'était pas forcément le cas à Cuba ou à Vietnam, mais là, je m'aventure dans les zones que je ne connais pas du tout, donc je vais m'arrêter là. Mais je pense que si vous voulez vraiment travailler là-dessus, c'est intéressant de voir les archives de Prague. Je sais que les œuvres de Gastiev étaient traduites en polonais, en tchèque, ils étaient reproduits, mais il ne faut pas non plus oublier que beaucoup d'immigrants de l'Union soviétique à cette époque-là étaient à Prague et à Berlin. Donc on retrouve aussi les gens proches de Strumilin ou de Gastiev qui étaient dans les mêmes cercles d'immigration ou des révolutionnaires, mais qui ont finalement pris la fuite. Donc là, c'est aussi les histoires politiques et historiques de ces pays qui jouent un rôle immense dans la perception de l'organisation de travail, je pense. Ce n'est pas seulement les méthodes. Peut-être que nous prenons une dernière question. Il y a une dernière question. Alors, merci. Merci. Bonjour. Alors, ça ne sera pas une dernière question, mais j'ai juste un petit mot sur l'expérience cubaine. J'y ai habité un petit peu, donc j'ai pu... ça m'a intéressé cette gestion du temps, ces questions-là. En fait, l'expérience cubaine, c'est une expérience pas du communisme, mais vraiment liée au personnage de Fidel Castro. Donc, après la Révolution, il n'y a pas vraiment eu de modèle organisationnel de la production. Ça a été vraiment de repenser la place de l'homme dans la société et de repenser aussi la place du travail. Donc en fait, concrètement, les loyers étaient payés, les logements étaient fournis, l'éducation commençait, était gratuite, les soins, enfin tout était gratuit, jusqu'aux factures, jusqu'à l'essence dans les voitures, ce qui permettait en fait aux citoyens cubains de décider s'il avait envie de s'inscrire dans une démarche de travail ou de ne pas travailler. Donc en fait, c'était concrètement une petite utopie qui n'a pas duré très longtemps. Après, à cause des sanctions américaines, ils ont dû repenser un peu le modèle
de gestion de la production. Mais vraiment, dans les toutes premières années, après l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir, l'expérience TAN, c'était une expérience utopique, en fait, où le travail n'avait pas la dominance comme dans les modèles, j'ai cru comprendre, soviétiques ou chinois, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour... voilà, comme ça on aura évoqué de façon un peu plus précise différentes expériences et leur modulation. Nous sommes obligés de mettre un terme à la table ronde parce qu'une autre conférence va avoir lieu. Mais merci beaucoup Alexandra et Alexander. Et merci à vous.